Bonjour à tous, merci à la Société de pharmacie de Lille pour cette invitation. Je vais donc effectivement essayer de vous expliquer très rapidement l'histoire de la pharmacie du CHU de Lille. Donc, expliquer un peu ce qui a été l'enchaînement de ces quelques mois. Alors, tout d'abord, les mots-clés pour bien comprendre dans quel environnement on a travaillé. Une pandémie, une peur qui, vous allez le voir, a eu des conséquences, des comportements humains souvent inappropriés. Donc, notre problème, c'était qu'il fallait innover pour éviter vraiment de sombrer. Vous verrez qu'il y a eu de très, très nombreuses difficultés à gérer. Et surtout, néanmoins, essayer quand même de conserver un optimisme. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter la situation de l'Institut de pharmacie avec des illustrations, j'allais dire, un peu humoristiques. Alors, la première étape, ça a été vraiment le tout début, en janvier. Lille met en place une cellule de crise au cas où ça arrive. C'était vraiment, au départ, c'était pris sur le fait qu'on pensait qu'il fallait se mettre en ordre de bataille, mais rien n'était prouvé. Puis on découvre le cluster dans l'Oise, puis très rapidement derrière celui de l'Alsace, qui va amener les tout premiers patients au CHU de Lille. Avec le média, avec un certain nombre de communications, en fait, on se rend compte très rapidement que la société prend peur. Et si la société prend peur, eh bien, un certain nombre de soignants prennent peur. Et on commence à avoir des consommations assez importantes de masques. Pour vous donner une idée, on est monté à 70 000 masques qui étaient partis en une seule journée au début du mois de février. Donc évidemment, ça commence à consommer beaucoup. Ce n'est pas spécifique à Lille, c'est spécifique à tous les établissements. Et cette consommation entraîne un effondrement des approvisionnements puisque aucune structure n'est préparée à cette consommation. Et on va vite se rendre compte qu'on va être en rupture. Là-dessus, au niveau des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres, j'apprends qu'il existe un stock d'état de masques périmés. Et après discussion avec un certain nombre d'officiels, on décide que je vais réaliser un échantillonnage avec l'équipe de pharmacie pour essayer de voir si ces masques sont utilisables. On installe en urgence un laboratoire pour tester les masques avec un certain nombre de tests. On va tester la tenue de ces masques sur le visage. On va essayer de voir s'ils sont étanches. Donc, on teste avec des tests sur les odeurs, sur le goût. Alors, c'est quelque chose qui entraîne, vous voyez, des essais comme ici. Vous avez un interne qui a été emballé dans un sac plastique dans lequel on lui fait respirer à travers un masque un aérosol de saccharine. Et il doit reconnaître le goût sucré. S'il reconnaît le goût sucré, on sait que le masque ne marche pas. S'il ne le sent pas, c'est qu'il n'y a pas de problème des masques. On a fait comme ça toute une série de tests. On a testé également l'efficacité de la filtration des particules en détournant des appareils qu'on avait sur place, avec notamment la direction de la qualité et des risques du CHU de Lille. On a transformé un appareil que vous voyez ici avec sa tête de prélèvement d'air. Eh bien, on l'a transformé pour s'adapter en fait au masque. Et on va ainsi tester les masques périmés pour les rendre et officialiser ainsi leur utilisation. Alors, on va tester en fait des centaines de lots puisqu'on va avoir ces masques mais aussi tous les masques qui vont progressivement arriver, fournis par les uns et les autres pour aider les soignants. Et bien évidemment, dans ces masques, on aura des lots à rejeter, eu égard à leur conservation qui n'était pas forcément adaptée. Très vite, on constate que ces consommations continuent, on se rend compte que les gens en veulent pour tout.
Et donc, après des discussions, on décide avec un certain nombre de personnes, la direction générale du CHU, de créer en fait un masque tissu pour tout ce qui est activité non sanitaire, de manière à essayer de garder en fait les masques validés type chirurgicaux ou FFP2 pour les soignants. Donc, très rapidement, on fait appel aux industriels locaux du textile pour avoir des tissus, pour les tester. Une fois qu'on a obtenu le premier prototype, on va faire des coopérations avec Lancet, l'école de sur Roubaix, qui va nous aider à faire des tests un peu plus homologués. Alors, c'est des choses comme vous voyez ici, je recevais pendant cette période-là des échantillons, des masques déjà faits, etc., qu'on testait. On a, notre collègue Delphine Garrigue ici, qui est en train de découper ma blouse pour faire les premiers prototypes. Vous voyez ici le premier prototype qui a été fait du masque qui va devenir par la suite le Garidou. On a donc testé beaucoup de masques, beaucoup de combinaisons. En moins de 10 jours, eh bien, il y a un prototype qui sort, qui marche très bien en termes de blocage des particules et qui va être pris en charge par une société industrielle, Le Mailleux, locale, qui, avec une va produire des masques. Alors, on en a 30 000 qui ont été faits en quelques jours, on va dire semaines au maximum. Et depuis, on est sur des quantités qui sont 20 fois plus aujourd'hui et qui ont même eu une version 2 plus fine qu'on avait améliorée au mois de juin. La deuxième étape, c'est le fait que l'épidémie devient une pandémie. Il y a un confinement, il y a des fermetures de frontières et on s'aperçoit à ce moment-là que le système d'approvisionnement des médicaments et des produits de santé, en général, n'est pas prêt à ce type de situation. Et on se retrouve avec un arrêt des liaisons entre les industriels et les pharmaciens en tension. En fait, l'arrivée des produits de santé dans les services de soins, la pharmacie ayant très peu de produits, ce qui va forcément engendrer des conséquences sur les services de soins. Donc, très vite, on va essayer de trouver des solutions pour ne pas avoir ce qu'on redoute tous, c'est-à-dire une rupture entre la pharmacie et les services de soins. On va donc essayer de contourner le fait que les industriels ne sont plus capables de nous approvisionner. On va ainsi se mettre à produire en intra-pharmacie. Donc pour cela, j'ai pris un exemple, il y en a eu d'autres, la rupture en solution hydroalcoolique qui se déclenche très rapidement avec un industriel majoritaire qui n'est plus en mesure de nous livrer. Et donc on va, fil en aiguille, acheter les matières premières, l'alcool, la glycérine, et transformer les locaux de la pharmacie en unités de production. Le but étant de produire et de distribuer dans toute la région, ce qu'on a fait puisque plusieurs dizaines de pharmacies hospitalières et plusieurs dizaines également de pharmacies, pour ne pas dire centaines, sont venus se fournir à la pharmacie. Alors, pour donner une idée, vous avez ici le genre de jerrycan qu'on a reçu très rapidement, 1000 litres. Alors, la première fois, on a fait 300 litres le premier jour pour ensuite monter en période de pic à 3000 litres jour de solution hydroalcoolique fabriquée. Et donc, les étudiants nous ont permis de passer cette crise. Vous voyez ici, au départ, on transforme une bibliothèque en unité de production, puis ensuite une pièce un peu plus grande qui est notre verrière, pour ensuite envahir tous les locaux, tous les couloirs du sous-sol d'Urier et transformer ça en unités de production qui vont permettre de produire des quantités assez importantes, puisque nous avons fourni 39 tonnes de
de solution hydroalcoolique en 2 mois, 2 mois et demi. Sur les dispositifs médicaux, on sent très vite une tension, notamment sur tout ce qui va être de la sphère pulmonaire, ORL, anesthésie. Et donc, avec le doyen Descodins et puis le directeur général, une task force est créée au niveau de l'université et des grandes écoles du campus lillois, avec une réponse immédiate de nos collègues ingénieurs de ces grandes écoles scientifiques, avec des exemples classiques. On a été confronté, on sentait arriver le fait que les dispositifs de respiration allaient tomber en rupture. Donc, on a essayé de trouver des systèmes pour restériliser quelque chose qui était interdit, hein, puisqu'on n'a pas le droit de restériliser d'usage unique, mais là, on était dans l'obligation de trouver une solution. On a créé un certain nombre de dispositifs, hein, tels que les visières de protection, même si ça a été très médiatisé par les Parisiens. Ils étaient, loin s'en faut, les premiers à avoir créé ce genre de structure. Toujours avec cette task force, on a essayé de voir d'autres solutions avec des participations à des projets comme la création de masques à activité virucide. On a travaillé notamment avec Anne Goffard, que vous avez vu, sur les UVC et leur efficacité sur les masques et les surblouses pour essayer de voir si, par exemple, on pourrait recycler certains masques par une technique assez rapide. On a également tenté de faire des adaptations parce que les masques, notamment haute concentration, devenaient difficiles à obtenir. Et vous voyez ici un exemple qui a été très médiatisé aussi par certaines personnes. C'était les masques Easy Breath de Decathlon, où en fait on a essayé, vous le voyez ici sur la partie haute, de créer des connexions. Vous voyez ici des tests pour essayer de venir mettre les appareils, les embouchures des respirateurs. Malheureusement, c'était une belle image, mais ces masques fuient de manière trop importante pour pouvoir être utilisés dans ces conditions-là. Et puis la crise s'accentue, hein, les tensions deviennent très fortes, et ce qui met un peu les gens sur les nerfs, c'est le risque d'absence de médicaments essentiels. Donc, tout ce qui va être au niveau de l'anesthésie et de la prise en charge des patients en réanimation. Donc, très rapidement, je demande à mes collaborateurs de pharmacie clinique de voir avec les médecins pour optimiser les consommations, donc essayer de revoir les protocoles, ce qui va être fait. Mais là aussi, on voit très vite que ça ne suffira pas. Et très logiquement, en fait, l'État français met en place des échanges industriels hôpitaux et prend la main sur ces livraisons. Et on va ainsi se transformer au niveau du CHU de Lille en une plateforme logistique. Donc, en quelques heures, on va se retrouver à être le pivot d'un certain nombre de livraisons qui vont concerner à peu près tout ce qui concerne la crise et qu'il va falloir, dans la plupart du temps, redispatcher par la suite dans d'autres établissements. Et puis, ça continue à s'aggraver. Et là, on se rend compte qu'on est avec chacun sa stratégie, chacun ses techniques. Et les lois du marché se mettent en place avec des comportements industriels liés à des coûts exorbitants. On fait monter les prix. Donc, il va y avoir des stratégies assez importantes qui vont être mises en place. Hein, pour donner quelques exemples, le CHU de Lille, par exemple, sur certains fournisseurs, achète la totalité restante de produits sur certaines références en disant à l'industriel, on vous achète tout, vous nous livrez tout en une fois. À l'inverse,
certains ne voulant pas livrer, on se met à acheter une fois par jour une quantité de produits de façon à maintenir en fait nos stocks. Et tout ça arrive à la pharmacie. Là-dessus, avec une ville qui est jumelée avec Lille, qui est Erlangen en Allemagne, je prends contact avec eux et on va faire de l'importation de préparation, puisque eux ont le droit de préparer au niveau des hôpitaux. Ils nous préparent en fait des produits qu'on sait faire, mais qu'on n'a pas le droit de faire, et qu'à cette époque, on demande une importation. Et donc, très rapidement, voyant la situation se complexer et devenir de plus en plus compliquée, Lille se met à approcher directement les importateurs internationaux. Donc, je prends contact avec l'équipe sur un certain nombre de matières premières qui, comment allais-je dire, visiblement, ça remonte très vite au niveau national, puisque très rapidement, les instances nationales m'appellent en me demandant le pourquoi de ces contacts. Et très vite, en fait, un accord est convenu et Lille va partager un certain nombre de ces approches pour pouvoir acheter, non plus pour le CHU de Lille, mais directement pour l'État français. Et on va ainsi acheter de la matière première en quantité très importante. Et comme je vous l'ai dit, on stocke parce qu'on n'a pas le choix. Il faut avoir plutôt que d'attendre qu'on ait livré. Et donc, on va vite se retrouver avec des problèmes de place. Et on va donc s'étendre et s'étendre. Dans les couloirs, on met des lignes complètes de frigo pour pouvoir stocker des produits d'anesthésie. Et on va chercher tous les locaux qui peuvent être trouvés à droite et à gauche dans le CHU pour stocker. Vous voyez ici un local qu'on a récupéré en pleine crise, 300 mètres carrés, rempli en exactement 72 heures. Ce qui fait que ça va nous complexer énormément les choses, et une stratégie nouvelle a été mise en place pour pouvoir justement approvisionner les services depuis tous ces différents lieux de stockage. Et puis, il ne faut pas l'oublier, hein, quand vous avez une crise comme ça, vous avez à gérer une équipe, en ce qui me concerne, plus de 300 personnes avec des collaborateurs plus ou moins directs. Et il faut vite comprendre que cette crise, eh bien, moi, je l'ai découpée en 6 personnes, ce qui m'a permis de gérer aussi ces ressources humaines. Ce que moi, j'appelle l'angoissé stressant, c'est-à-dire celui qu'on doit sortir du service le plus vite possible parce que la peur l'amène à stresser tout le monde. Vous avez l'angoissé égocentrique. Lui s'enferme dans son bureau ou dans une pièce et refuse tout contact avec ses collègues. Donc ça, on a cette situation-là. Vous avez l'angoissé à rassurer. Lui, il suit le chef. C'est comme ça que je le définis, parce que le chef sait, et donc c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui sait, alors qu'on est bien d'accord que souvent, ça n'est que de la façade. Puis après, vous avez le non-angoissé qui gère, qui, lui, voit la situation correctement. Vous avez ensuite celui qui est non-angoissé, mais qui a besoin d'être guidé, qui a besoin qu'on lui dise « fais ci, fais ça ». Et enfin, le non-angoissé qui, lui, applique les règles du hors-crise, qui ne sort pas de ces règles, qui est dans son carcan, et qu'il va falloir secouer pour qu'il transgresse les règles de façon à pouvoir s'adapter à cette crise. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte, qui fait que, en dehors de la première catégorie, qu'il faut vraiment sortir du service, il faut informer le plus de monde possible. Ce n'est pas évident. Il faut essayer de travailler ensemble pour que chacun comprenne que la réussite de cette histoire, c'est une histoire d'équipe en fait. Que pour cela, eh bien, on a mis en place des réunions 3 fois par jour, hein, c'est court, un positionnement de personnel dans les réunions un peu à tous les niveaux, au niveau de l'établissement, au niveau régional, au niveau national. Il ne faut rien laisser sans gestion. Il faut être sur tous les sujets. Un petit sujet peut très vite
leviers cruciaux, donc il faut vraiment tous les gérer. Savoir programmer les activités avec fermeté, quelquefois il faut savoir imposer. Il n'y a pas forcément le temps à la discussion ou au compromis, il faut dire, ben voilà, et en tant que responsable, de toute façon, il faut prendre de temps en temps des risques. Et il faut surtout être présent 7 jours sur 7 pendant cette crise. Il n'y avait pas de week-end, parce qu'il fallait gérer, j'allais dire, les anomalies qui arrivaient tous les jours. Juin-septembre, là où on déconfine, où tout le monde pense que eh bien, la crise est finie, eh bien, très rapidement, on anticipe le retour du virus. On a compris qu'il y avait des possibilités. Donc, très rapidement, on essaye de développer un outil en lien avec les autorités. Donc, on réactive une chaîne de fabrication des ampoules, en fait, de conditionnement des ampoules qu'on a au sein de la pharmacie. On achète un automate de production de flacons au cas où on devrait se mettre à produire. Et on travaille avec la NSM pour essayer de mettre en place des monographies qui seront, entre guillemets, les guides en cas de production interne. Donc, on en fait en 5 mois, on fait 5 monographies. Et on a 6 CHU qui vont suivre pour être la première ligne de réponse. Alors, pour bien comprendre un peu le positionnement, parce que c'est quand même quelque chose qui se modifie par rapport à ce qui existait avant, c'est que on s'est rendu compte qu'en cas d'une crise majeure comme celle qu'on vient de voir, en deux fois, on s'est aperçu qu'on était en mesure de répondre à l'augmentation brutale des consommations. Et donc, on va demander à ces 6 CHU, au moins pour eux, voire pour une région, de produire sur un temps très court, le temps que les industriels puissent livrer pour pouvoir reprendre une production classique. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Hein, le CHU de Lille s'est préparé et vous verrez qu'on a été contraint de mettre ça en place. Développement d'une formulation également du propofol au CHU de Lille. On a essayé de regarder, puisque le propofol aujourd'hui, tel qu'il existe pour breveter, n'est pas en mesure d'être copié par un système hospitalier, tellement les stérilisations sont compliquées. On a donc développé en fait une nouvelle formulation de propofol qui, le cas échéant, si on est autorisé à faire un essai clinique, pourra être testé chez l'homme dans les semaines qui viennent. Ensuite, on a travaillé sur refaire des stocks, hein, tout azimut, rachat des médicaments à ceux qui n'en voulaient plus, de façon à ce qu'on soit plus à l'abri. Et puis, on en a parlé, hein, le virus est de retour, avec des nombres de patients toujours plus importants. Hein, pour donner une idée, au CHU de Lille, on a eu 2 fois plus de patients que lors de la première crise. Des consommations très importantes. À nouveau, des approvisionnements tendus. On a mis en place la production à Lille de 6 atracuriums fortement dosés. Pour l'instant, on ne les a pas utilisés, mais ils sont prêts. Nous avons fait un suivi des médicaments, dispositifs médicaux et des EPI sur un certain nombre de choses pour justement éviter ces défections. Et l'avantage, c'est qu'on a appris lors de la première crise et donc on gère mieux. Quand je dis qu'on gère mieux, c'est qu'on anticipe aujourd'hui un peu mieux les situations que l'on a connues précédemment. Alors en conclusion, vous voyez que c'est pour essayer de s'adapter, il faut aussi innover dans les façons d'approcher au niveau des techniques qu'on a mis en place. Il faut surtout croire au génie des hommes face à une crise. Hein. Sans l'aide des uns et des autres, je pense que le système n'aurait pas tenu. C'est vraiment une union d'un collectif, de tout le personnel et de tous les étudiants qui sont venus nous accompagner pendant cette crise. Il a fallu travailler dans l'urgence. Et quand vous travaillez dans l'urgence, il y a un stress. Et ce stress, il faut savoir le gérer. Et le fait d'être en équipe et d'avoir une gestion solidaire permet aux uns et aux autres d'accepter. C'est une capacité aussi il faut connaître son environnement, être dans des réseaux. Il faut vraiment utiliser les réseaux. Accepter de jouer un rôle vis-à-vis de ses collègues. Ce n'est pas toujours simple quand vous êtes responsable de prendre des décisions. Quand vous partagez
forcément ce que disent vos collègues et que vous ne pouvez pas l'appliquer pour des raisons ou pour une autre. Donc, il faut savoir dire on ne fera pas. Et surtout, ce que j'explique à un certain nombre, c'est qu'il faut toujours croire en ce qui va arriver et qu'après, on pourra tous, entre guillemets, continuer à faire des repas ensemble, entre amis, faire la fête et pouvoir revoir sa famille, puisque c'est quand même aujourd'hui l'un des trois piliers qui manquent aux uns et aux autres. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Un grand merci, Pascal. Merci pour ce superbe retour d'expérience sur la gestion de la crise au sein de la pharmacie centrale du CHU. C'était vraiment intéressant. Et puis aussi un grand merci pour ta proposition de programmation de films à voir ou à revoir, qui va me paraître bien utile en ces temps de confinement, moi qui suis confinée. Merci beaucoup, Pascal. Alors, quelques questions sur le fil du questions-réponses de ce webinaire. Des questions qui reviennent assez fréquemment sur les masques chirurgicaux et notamment, est-ce que tu pourrais expliquer un peu le test d'étanchéité du masque? Donc, tu enfermes quelqu'un dans un sachet plastique, c'est ça? Et tu lui demandes Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris des tests réglementaires, des tests qui avaient été validés par l'INRS. Et donc, normalement, on met quelqu'un dans un hémiscaphandre et dans lequel on lui envoie des aérosols de saccharine ou d'odeur de banane et il doit les sentir. Enfin, s'il les sent plus exactement, c'est que les masques ne sont pas suffisants. Alors, ça, c'est vrai pour les masques FFP2, hein, donc les masques de sécurité qu'on met dans les services d'urgence et de réanimation. Pour le reste, les masques chirurgicaux, ces tests-là, le seul test qui existe pour les masques chirurgicaux, c'est la filtration. Et uniquement la filtration pour vérifier que ça retient les particules de différentes tailles. D'accord. Et justement, sur ces masques chirurgicaux, on a entendu là très récemment dans les médias la possibilité de laver les masques chirurgicaux. Quel est ton avis à ce sujet? Alors, je suis assez circonspect pour deux raisons. C'est que je pense qu'il faut faire attention, c'est que dans les masques chirurgicaux, il y a deux mécanismes de fonctionnement. Vous avez la filtration à proprement parler et on a également, j'allais dire, le côté électrostatisme de ces parois qui vont en fait aider à bloquer le passage. Donc, le fait de les laver, c'est peut-être vrai, mais il faut être prudent quand même. Il faut être prudent. D'un autre côté, si c'est pour les laver, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser de l'usage unique à laver alors qu'on peut faire des masques tissus qui marchent aussi bien. C'est là où pour moi le masque tissu est plus adapté aujourd'hui puisqu'il a été fait pour être nettoyé et pour être lavé régulièrement. Ok. Merci beaucoup en tout cas Pascal. Et puis à travers toi, je me joins aux commentaires qui défilent sur le chat. Hein. Bravo aussi à toute ton équipe d'avoir su gérer la crise aussi bien. Et espérons que ça continuera dans ce sens. Un grand merci Pascal. Merci beaucoup.